Bonjour. Toujours dans le cadre du cinquantenaire du CSEVA, aujourd'hui nous avons l'immense plaisir et honneur de recevoir Jean-Jacques Favier. Scientifique de très haut niveau, Jean-Jacques Favier a accompli une mission de 16 jours dans la navette Columbia. Comme il le dit lui-même avec humour, il est le plus grand spationaute français, 1m93. Nous avons beaucoup aimé cette conférence où les faits scientifiques se mêlaient avec des anecdotes hautes en couleur. Dans la troisième partie du film, vous le verrez avec la section des jeunes aéromonges où il ne manque pas le plaisir de s'adresser à nos jeunes pilotes. Attendez, il y a le micro qui arrive. Bon, merci et bonsoir et merci pour la présentation. J'ai juste une question concernant les émissions solaires. Vous disiez que voilà, les humains qui sont avertis doivent se cacher, mais qu'est-ce qui se passe alors avec les plantes qui devraient se représenter la nourriture? Elles devraient être aussi affectées. Donc, est-ce que il y a une solution là-dessus? Alors, pour les plantes, d'abord, la biologie humaine est la plus sensible des biologies au rayonnement. Donc, les plantes peuvent être affectées, mais peut-être à des degrés moindres. Pour ce qui est de faire pousser des plantes, il faut bien sûr les éléments, les minéraux, etc., qu'on peut trouver en partie dans le sol lunaire, confère ce que je viens d'expliquer sur les dernières manies de la NASA. On peut apporter aussi des éléments, des nutriments complémentaires, de l'azote, etc., des engrais, on dit. Mais il y a un autre élément qu'il leur faut, c'est la lumière. Et si on veut les exposer à la lumière, nécessairement, on les expose en partie au rayonnement. Alors pour le fond cosmique, donc les GCR que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas dramatique. Par contre, vous posez la bonne question, pour les événements solaires, faudra-t-il avoir une protection de quelques heures pour éviter que les plantes ne prennent trop de radiation ou pas? J'avoue que je n'ai pas la réponse et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, mais c'est une vraie question, vous avez raison. Une autre question? J'avais une question. Pourquoi ce sera plus simple d'aller sur les satellites de Mars au lieu d'aller sur Mars tout court? D'accord. Alors, les satellites de Mars sont des petits corps, et donc qui n'exercent pas une force gravitationnelle forte, puisque, comme je disais en introduction, la gravité locale dépend de la masse de l'objet. Se poser sur Mars, c'est assez délicat, parce que d'une part, pour aller jusqu'à Mars, il faut atteindre des vitesses qui sont plus importantes que celles nécessaires pour aller vers la station spatiale, donc les 28 000 km que j'évoquais tout au début, pour la station ou pour la navette spatiale. Pour aller sur Mars, il faudra que le vaisseau ait une vitesse de l'ordre de 40 à 50 000 km/h, donc 2 fois supérieure à la vitesse pour rester en orbite basse. Donc on arrive avec une vitesse très, très forte et en fait on est attiré par Mars. Donc si on freine pour déorbiter, on va être attiré par Mars qui a quand même une gravité locale importante, 1/3 de G. Donc ça tire pas mal. Et donc on sait aujourd'hui, en particulier les Américains, mais les Chinois aussi ont récemment fait une manip, faire atterrir en douceur en fait, un robot sur Mars, robot Curiosity par exemple, Ingenuity, etc. C'est des robots qui sont quand même gros comme une petite voiture, comme une R5 de 800 kg quand même. Mais ça suppose un enchaînement en fait, de technologies pour freiner la chute du robot avant son atterrissage. Aller sur Phobos, c'est plus simple parce qu'on peut se mettre en orbite basse autour de Phobos. Et en fait, au moment où on décidera de passer de l'orbite basse à l'atterrissage, eh bien, les ordres de grandeur de réduction d'accélération sont beaucoup plus faibles. Donc c'est beaucoup plus facile.
Et ce qui ne facilite pas les choses sur Mars, mais ce sera vrai aussi sur Phobos, c'est qu'on ne peut pas trop se servir de l'atmosphère pour freiner comme on le fait pour un retour sur la Terre. Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, elle est très faible sur Mars. Mais c'est parce que la masse du corps sur lequel on va se poser est beaucoup plus faible. On a réussi des choses de ce type-là déjà. On est arrivé, et les Européens en particulier, à envoyer en fait un robot sur le cœur d'une comète, qui n'était donc pas très, très massive, justement en jouant sur en fait, la réduction du champ local de gravitation. Et ça a très bien marché. Une autre question ? Oui, merci pour votre exposé. Vous évoquiez plus de difficultés à la rentrée atmosphérique avec la navette, alors que normalement on s'attendait à une rentrée beaucoup plus soft qu'avec des capsules. Vous pouvez préciser ce point ? Oui. Oui, alors, entendons-nous bien. Vous avez tout à fait raison. Donc, la décélération est beaucoup plus douce dans la navette que dans une capsule, les capsules Soyuz, ou même avec les capsules de SpaceX. Ce à quoi je faisais allusion, c'était pas tellement donc au retour et aux accélérations, parce que je vous avoue que moi j'étais dans la navette, j'étais ce qu'on appelle le mid-deck, j'étais en dessous, j'avais pas de fenêtre sur l'extérieur, donc je voyais pas l'arrivée la piste, etc. Contrairement, nous étions 3 en bas et 4 en haut. Autrement à ceux qui étaient en haut, qui ont vu comme d'un poste de pilotage arriver la piste, etc. Et mon commandant était tellement bon que j'ai pas senti le moment où toucher la piste. Donc de ce côté-là, vous avez raison, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable. Ce à quoi je faisais allusion, c'est aux heures qui ont suivi après mon arrivée sur Terre. En particulier, ça a été le cas pour les 4 scientifiques que nous étions, parce que les scientifiques ne souhaitaient pas, physiologistes, ne souhaitaient pas qu'on utilise nos muscles, et nos jambes en particulier, sous gravité au retour, de façon qu'ils trouvent des muscles dans l'état où ils étaient en apesanteur. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? Pour que mes collègues qui n'étaient pas scientifiques ont pu à peine arriver, donc se lever, reprendre leurs habitudes de marche sous gravité normale, alors que nous on est resté pendant 2 heures, on est sorti sur des fauteuils roulants, etc. Donc de nouveau, je dirais, soumis aux conditions de gravité, mais sans pouvoir pour autant exercer nos muscles, etc. Donc notre cerveau est encore branché 0G alors qu'on était sous 1G. Et ça m'a rendu malade, J'étais pâle, j'étais pas bien, jusqu'au moment où en fait on nous a fait des biopsies musculaires justement pour les scientifiques et des muscles du type avec des fibres du type 0G. Et tout de suite après, je me suis levé, le guide m'a dit non, tu vas saigner, etc. Parce que biopsie, c'est quand même assez sérieux, vous enlèvez un bout de steak quand même. J'ai dit quand même, je veux marcher, etc. De façon à me réhabituer donc à l'environnement terrestre, ceux donc, que n'ont pas subi mes collègues pilotes, qui ont été moins malades que moi au retour. C'est à ça que je faisais allusion, pas tant, comme vous le dites, aux décélérations. Parce que la navette, pour ça, c'est cool, c'était vraiment un avion, quoi. Votre question ? Oui ? Oui, merci pour votre exposé. Vous avez parlé de modules gonflables, mais avec 40 cm de rigolite au-dessus, non ? Ah, très bien. Il y a effectivement cette option-là, c'est-à-dire de recouvrir en fait la partie gonflable avec du régolithe. Si on y travaille. C'est pas simple à mettre en œuvre, mais enfin on y travaille. L'autre option sur laquelle on bosse, c'est en fait avoir des matériaux pour la partie gonflable, donc des millefeuilles en fait, de matériaux de nature différente qui permettent à la fois d'arrêter les micrométéorites, mais aussi
les radiations. Alors, ce que montre la théorie, là, ma thésarde en particulier a développé ces points-là, ce qui en fait permet le mieux d'atténuer les rayonnements, c'est des matériaux riches en hydrogène, et l'eau en particulier. Donc de l'eau, c'est plus performant que le régolithe, si on peut en mettre donc autour d'un habitat. Et il y en a un autre sur lequel je travaille, et je parlais de recyclage tout à l'heure. Vous savez, quand vous travaillez dans le spatial, tout ce qui va dans l'espace, vers la station spatiale ou de la navette, etc., est emballé dans du plastique. Et le plastique, en fait, donc, c'est des polymères qui sont très riches en hydrogène. Et donc, ce qu'on propose, c'est de récupérer ces matériaux-là pour en tapisser les parois et le plafond de l'habitat, de façon à se protéger des rayonnements. Et c'est très efficace. On a fait les calculs, pour l'instant ça n'a pas été démontré en vraie nature, mais c'est très efficace. Alors l'habitat en question, bon, je n'ai pas développé cette partie parce que faute de temps et puis je n'ai pas la connexion internet qui va bien. C'est prévu pour des missions quand même relativement courtes, c'est-à-dire entre 14 et 28 jours pour 4 personnes. Donc les doses peuvent être 20 fois supérieures à celles de séjour de 180 jours. Mais il y a des matériaux qui sont particulièrement intéressants. C'est tout ce qui est en fait plastique, parce que c'est très riche en hydrogène, et l'hydrogène en fait est un très bon protecteur pour les radiations. Oui, oui. J'ai une question, pardon. Oui. On lance énormément de constellations de satellites pour Internet et autres, Oui. alors qu'on sait qu'il y a beaucoup trop de débris dans les premières couches autour de la Terre. Qu'est-ce qui est fait pour essayer d'atténuer ou de ne pas enfler au point de vue nombre et taille de débris? C'est une très bonne question. Bon, donc à la marge de mon exposé, mais je peux en parler un peu si vous voulez. D'abord, question que je me pose, a-t-on besoin d'autant de satellites autour de la Terre pour permettre des communications Internet, etc., telles que les propose Elon Musk, mais aussi Bezos ou d'autres? J'en suis pas persuadé. Aujourd'hui, l'argument qui est mis en avant, c'est que c'est la possibilité d'avoir un accès de n'importe quel endroit de la Terre, et avec ce qu'on appelle un temps de latence, c'est-à-dire le temps pour le signal d'aller jusqu'au satellite et revenir, très 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 faible. Parce que si on est à 600 km d'altitude, c'est beaucoup moins qu'en géostationnaire à 36 000 km. A-t-on besoin de diminuer le temps de latence à ce point? J'avoue, bon, je ne suis pas un homme de l'Internet, je ne suis pas un expert de l'Internet, je l'utilise comme vous. Je ne suis pas persuadé que ce soit si important que ça. Donc moi je ne suis pas très en faveur, si vous voulez, de ces constellations de 10 000 satellites. On parle de ce genre de grandeur. C'est gigantesque et normalement il y a une autorité de régulation pour alors normalement bon, ils ont les autorisations pour vous les envoyer, ils sont obligés de demander les autorisations. Alors ce qui est fait aujourd'hui, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui est fait pour éviter des collisions, etc. Aujourd'hui, donc, il y a des normes internationales qui disent que tout satellite en orbite basse, l'orbite basse va jusqu'à 28 000 km, c'est-à-dire l'altitude des satellites de GPS, avant la fin de vie du satellite, doit pouvoir être déorbité. C'est-à-dire que ce qui limite la vie d'un satellite dans l'espace, c'est rarement les questions d'électronique, etc., ou d'énergie, parce que les panneaux solaires sont assez fiables, c'est en fait les réservoirs pour actionner donc, des petits moteurs qui permettent de maintenir le satellite réellement à sa place. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que avant d'arriver donc à la panne sèche des réservoirs, il faut garder suffisamment d'ergols pour pouvoir déorbiter le satellite, c'est-à-dire faire en sorte
qui viennent brûler dans l'atmosphère, de façon à ne pas encombrer le reste de l'orbite basse. Pour les satellites de très haute altitude, c'est-à-dire les géostationnaires, qui sont à 36 000 km, ce qui est demandé, et les places sur l'orbite géostationnaire, vous savez, c'est les satellites qui ont une période sur l'orbite de 24 heures exactement. Et donc, si vous les lancez dans le sens de rotation de la Terre, ils sont toujours en face du même continent, du même point de la Terre. Et c'est comme ça que vous avez donc la télé en direct, etc., parce qu'ils vous suivent. Donc pour ces satellites, là, il n'y a que l'orbite à 36 000 km qui permet ça. Ça, c'est positionnement géostationnaire, stationnaire par rapport à la Terre. Et donc, ce qui est demandé dans les normes maintenant internationales, c'est qu'avant aussi d'arriver en fin de vie d'un satellite géostationnaire, on le propulse nettement plus haut, pour d'abord qu'il libère les places qui sont très rares et chères sur l'orbite géostationnaire pour d'autres satellites, et donc à des altitudes qui en fait ne permettront pas de redescendre vers la Terre avant plusieurs dizaines de milliers d'années. Ok, merci. Je vous en prie. Oui, une des questions que je me posais était... Monsieur, vous êtes où Là. Attendez, levez le bras. Il est. Ah, ok, excusez-moi. Focalisez de l'autre côté. Oui, une des questions que je me posais, c'est les végétaux que vous pensez faire pousser. Ouais. Ça a de multiples avantages, ça purifie, ça fabrique des aliments, etc. Ça épure l'eau. Bon, vous allez les cultiver sous quelle forme? On va cultiver des salades telles qu'on les connaît actuellement, ou une espèce de purée de cellules sous la bonne lumière qui irradiera dans la bonne longueur d'onde, complètement en labo, quoi. Oui. Non, je ne suis pas vraiment expert de ce domaine-là, donc je suis ça un peu en tant que par intérêt scientifique, mais ce qui est prévu et ce que l'on commence à faire, c'est en fait des serres où en fait on cultive des légumes, des tomates ou des salades, etc. Il y a un terme pour ça, donc sans sol ou quasiment sans sol. C'est que ça s'appelle comment? Il y a peut-être un expert dans la salle. Hydroponique. Hydroponique, voilà, hydroponique. Donc voilà, c'est la technique qui est utilisée aujourd'hui et qui est déjà utilisée, comme vous le savez, au sol, pour les tomates en particulier, etc. Donc c'est plutôt l'approche hydroponique qui est favorisée. Donc pas tant planter vraiment dans le sol lunaire, comme les Américains l'ont présenté la semaine dernière, avec quelques photos, mais donc un système qui va en fait optimiser l'approvisionnement en éléments donc critiques pour la croissance et qui permet aussi un recyclage. Mais là, bon, je n'ai pas évoqué la question précédente que vous posez aussi, celle de l'exposition au rayonnement, quoi. Voilà. Alors, quelques idées quand même qui circulent. Donc je disais que, je pense que vous êtes un expert du domaine probablement. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement des éléments et des nutriments, etc. Mais il faut de la lumière aussi. Alors, l'approche la plus simple, c'est d'avoir une serre qui regarde le Soleil. Le cycle, quand même, sur la Lune, c'est 14 jours terrestres de nuit suivis de 14 jours terrestres de soleil, de lumière. Donc on peut essayer d'avoir une serre qui regarde le soleil directement, mais on est soumis au rayonnement cosmique en particulier. L'autre aspect, c'est effectivement de faire de la culture souterraine, soit sous l'igloo des régolithes que j'évoquais tout à l'heure, mais avec un renvoi par des miroirs, par exemple, de l'énergie solaire pour venir éclairer quand même les plantes, quoi. On peut imaginer des astuces de ce type-là. Oui ? J'aurais eu plusieurs questions, mais je ne sais pas si on va arriver à toutes les voir. Déjà, la régolithe, quand vous parlez de la construire, est-ce qu'il y a besoin d'eau pour faire un sorte de ciment pour la durcir ? Alors, c'est pareil, il y a plusieurs approches. Il y a celle qui consiste à utiliser ce qu'on appelle
dans notre jargon, un binder, enfin un liant. Ouais. Un liant, et c'est donc un ciment, et ça quand même, ça demande beaucoup d'eau. Ouais. Donc j'ai dit qu'il y en avait sur la Lune, mais je crois qu'il faut être très économe quand même par rapport à l'eau lunaire, parce que, bon, certains, j'ouvre une parenthèse que je referme aussitôt, quand on a découvert de l'eau sur la Lune, on dit formidable, on va pouvoir faire de l'oxygène et de l'hydrogène, et on va pouvoir alimenter des fusées pour aller plus loin. Mais ça, à mon avis, c'est complètement hors de l'épure, parce que pour avoir une fusée digne de ce nom pour aller plus loin, c'est par centaines de tonnes d'oxygène et d'hydrogène qu'il vous faut produire. Donc vous voyez, vous allez tout de suite utiliser toute l'eau disponible. Donc l'eau, il faut la garder pour les astronautes, pour la culture et pour ce genre de choses. Et éventuellement pour les constructions. Donc ça, c'est une approche. Alors il y a des binders, enfin donc des liants, qui ne demandent que 10% d'eau. Par rapport à un ciment normal, c'est déjà un gain. Et puis il y a l'autre approche, celle qu'on suit à l'école des mines, c'est en fait faire de la fusion partielle du régolithe, de façon à ne pas utiliser de liant du tout. Donc c'est en fait du fritage. Mon métallurgique, c'est du fritage. Et ça c'est économe. Alors ça demande quand même un peu plus d'énergie parce qu'il faut quand même arriver. Mais on y arrive avec des lasers ou même avec des sources solaires. On a fait avec mes étudiants une imprimante 3D qui utilise en fait le soleil sur le toit de l'Institut, donc avec une lentille de Fresnel qui concentre cette énergie. Et on arrivait à fondre du simulant de régolithe. Faire des tuiles comme du verre, en fait. Voilà, c'est ça. Mon autre question, ça concerne le voyage sur Mars. Vous disiez qu'il faut à peu près 9 mois. Oui. Quelle est la durée à peu près de la poussée qui est nécessaire à nous envoyer au départ, en fait? Donc, la vitesse, comme je dis, est à peu près le double de celle pour aller en orbite, se mettre en orbite basse. Ça, c'est pas le problème. Donc, votre question, c'est est-ce que les humains vont être capables de supporter ça? Non, c'est la durée en fait de la poussée par rapport aux 9 mois. Parce qu'après, on voyage sans carburant, on va dire. En balistique. Hein. Oui. Voilà. Alors ça, c'est la faiblesse, la limitation des fusées actuelles. Depuis les V2 allemands, le moyen de propulsion privilégié, c'est l'énergie chimique. On pousse un grand coup au début en brûlant un maximum de carburant, de comburant, et après, on se laisse dériver donc, en vol balistique. Et il faut pousser plus ou moins fort suivant la vitesse critique qu'on va obtenir pour soit rester en orbite ou déorbiter pour aller vers la Lune. La Terre, c'est 7,2 km par seconde, le fameux 28 000 km/h. Là. Pour aller sur la Lune, c'est 11 km par seconde. Mais c'est pas tout à fait le double. Et pour Mars, de mémoire, c'est 15 à 18. Alors, donc faiblesse des fusées actuelles, c'est toutes des fusées chimiques. Et qui, une fois qu'on a poussé, qu'on a vidé les réservoirs, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, il y a d'autres moyens de propulsion, sur lesquels on travaille pour certaines depuis longtemps, qui permettent en fait d'avoir, après la poussée initiale, parce que ce qui demande beaucoup d'énergie au départ, c'est de sortir de l'atmosphère. Et après, on est dans le vide, donc ça va beaucoup mieux. Il y a d'autres techniques de propulsion électrique, par exemple, qui permettent donc une impulsion spécifique qui caractérise l'efficacité du lancement, qui reste faible, mais que l'on peut en fait faire tourner pendant des heures, des jours, des mois, etc. Donc comme vous n'avez pas de force de frottement, au bout de semaines et de mois, vous atteignez des vitesses absolument vertigineuses. Donc c'est ça l'idée, et il y en a une autre sur laquelle les Américains ont beaucoup travaillé, les Français aussi d'ailleurs. C'est la propulsion nucléaire. Voilà. Pour sortir, si vous voulez, de l'enfermement dans la poussée chimique, qui est quand même très limitative. On pousse fort au début, quand les réservoirs sont vides, on attend ce qui se passe. J'avais une dernière question par rapport aux satellites qu'on détruit, etc. Il y a peu de temps, les Russes auraient détruit certains satellites, mais
on envoie en général, la station Mir ou les stations, on les envoie vers le point Nemo, qui est un point au milieu de l'océan Pacifique. Est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas la poubelle de l'espace Moi, j'appelle ça plutôt le cimetière des éléphants. Donc, c'est un endroit où, finalement, on vient mourir, etc. J'ai terminé, je suis oui, alors, comme vous le savez, c'est le Pacifique Sud, Point Nemo, etc. Donc il y a vraiment de la place, il n'y a pas beaucoup d'habitations ni rien. Et donc, je pense que c'est acceptable. Ce qu'on fait quand même, et on construit les structures des satellites, pour les stations c'est un peu plus délicat, de telle façon que l'essentiel de l'énergie et de la destruction du satellite se fasse par frottement dans l'atmosphère. Après, c'est plus que des petits morceaux. Donc c'est moins grave, quoi. Mais il y a quand même déjà des grosses pièces qui sont retombées, surtout au début du programme, après Apollo, etc., le fameux programme Skylab, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, où en fait on avait eu un sas de la station qui était en titane, donc ils ne font pas facilement, qu'on a retrouvé dans le jardin d'un Australien, quoi. Jusqu'à présent, je touche du bois, il n'y a pas eu d'accident mortel, mais il faut faire attention à tout ça, effectivement, surtout si on lance de plus en plus de satellites. Une question qui rejoint un petit peu ce pour lequel vous êtes ici. Oui. C'est du vol à voile. Oui. Je ne sais pas si vous avez fait du vol à voile aujourd'hui. Non, demain. D'accord. Bon. J'attends ça avec impatience. C'est pour ça que je suis venu. Et bien demain, vous allez utiliser la convection. Oui. Et quid de la convection en microgravité ou sans gravité? D'accord. Bon, c'est une excellente question. J'ai passé 20 ans de ma vie à faire de la recherche sur justement la convection. En particulier dans tous les procédés. On parlait de convection thermique dans l'air, dans l'atmosphère. Plus généralement dans les fluides. Et donc les fluides qui conduisent, que l'on rencontre quasiment chaque fois en fait qu'on veut faire des transformations de métallurgie, de matériaux, etc. Alors un gros avantage des expériences en apesanteur, donc qu'on peut réaliser pour des périodes longues que dans des vaisseaux orbitaux, on peut faire de la chute. Vous avez retenu, j'espère que vous retiendrez que l'apesanteur, c'est un état de chute libre permanente. On tombe, mais on va tellement vite qu'on passe de l'autre côté de la Terre et on revient. On est en chute libre. On peut faire de la chute libre au sol, mais verticale, par exemple, c'est la cabine ascenseur dont vous coupez le câble. Donc, pendant 2 secondes ou 1 seconde et demie, vous êtes en apesanteur. En général, ça se termine mal. Donc, le seul moyen de faire des expériences de longue durée, c'est l'orbite et donc la microgravité. Alors, quand on est dans l'espace ou en microgravité, eh bien, on n'a plus de convection naturelle. Ce qu'on appelle la convection naturelle, c'est celle qui est liée aux variations de densité locale du fluide, avec soit la température, soit avec la concentration. Donc vous pouvez avoir des gradients de concentration ou des gradients de température dans votre mécanisme ou dans votre procédé, sans pour autant créer de la convection. Et ça, c'est très intéressant pour les gens qui veulent, par exemple, faire croître des cristaux les plus parfaits possibles, etc. Parce que les mouvements de convection dans les procédés d'élaboration des cristaux, c'est l'origine de la plupart des défauts, qu'ils soient des défauts de concentration, donc localement, parce que les impuretés se mettent à un endroit à cause de la convection, soit de structuraux, des dislocations, etc. Donc travailler dans l'espace, c'est pour les fluides la possibilité d'avoir des régimes de diffusion pure, plus de convection naturelle, et donc d'avoir de bien meilleures conditions de travail pour expérimenter. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà, alors, on se fera sous gravité quand même. J'espère. On va prendre une dernière question, et puis après on va arrêter. Ah oui, le temps passe, oui. Alors pardon, ici. Oui, je vois 2 doigts qui se lèvent, comme toujours quand on dit que c'est la dernière question. Désolé pour l'autre. Allez-y.
l'ISS a été inauguré il y a pas mal de temps maintenant. Certains modules commencent à se faire vieux. Ouais. Pensez-vous que l'ISS sera encore utilisé dans 15-20 ans? 20 ans probablement pas. Donc l'ISS, le premier module, a été mis en orbite en 98. Hein. Donc ça fait 24 ans. Hein. Elle était prévue pour 20 ans. Et en fait, on n'a pas de panne majeure, il faut le reconnaître. Donc la maintenance est bien faite par les astronautes, par les ingénieurs qui suivent ça depuis le sol. Je pense que sauf, je dirais, événement majeur, par exemple un micrométéorite ou un bout de satellite qui vient frapper la station et dépressuriser, donc gravement endommager la station, je pense qu'elle peut vivre comme ça encore moins 10 ans, 15 ans. Ouais. Voilà, un dernier alors. Aujourd'hui, j'ai un ami qui m'a téléphoné et qui m'a dit qu'il avait eu un accident. Il est tombé, mais il m'avertit que c'était sans gravité. Est-ce possible? Excellente question. Je vais avoir du mal à vous répondre là. Si c'est sans gravité, à mon avis, il n'est pas tombé parce que il faut un champ de gravité pour tomber. Mais il a eu de la chance, votre ami, de ne pas se blesser, donc de tomber sans gravité. Bien, pour le mot de la fin, je crois que on va conclure. l'humour, oui. On va remercier encore une fois M. Favier pour ses... Merci beaucoup. Merci. Merci à nous.